Salut à tous mes petits cyborgs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le bankroll management ou comment gérer son capital au poker. Vous avez vu l'organisation, petite photo que je viens de télécharger 2 minutes avant. On n'est pas là pour le strass et les paillettes, mais pour parler poker. Évidemment, si un jour je peux vous rajouter du strass et du paillette pour le fun, je le ferai, vous le savez. Aujourd'hui, on va parler, on va prendre du temps, 10-15 minutes, peut-être 20. Je sais pas du tout, en tout cas je vais vous dire voilà, tout ce qui me passe par la tête et j'ai le café en plus donc ça voilà, c'est pas du thé au raisin ce coup-ci. Donc j'ai un petit peu de temps. Voilà, la gestion de son capital, donc de son argent, que ce soit dans le poker ou dans les paris sportifs ou dans l'immobilier ou peu importe ce que vous faites, elle est importante. Imaginons si vous avez 1 million d'euros, vous allez plutôt acheter par exemple 20 studios à louer qu'une villa à 1 million d'euros. Parce que si vous vous plantez et que la villa vous la revendez que 700 000 derrière, parce que quand on débute aussi, les premiers investissements, on fait souvent des erreurs. Ah, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. Bim, vous perdez 30% de votre capital d'entrée. C'est dans l'immobilier, dans les paris sportifs, c'est pareil. Vous allez être confiant, vous allez miser 10-15% sur un bet alors parce que vous êtes sûr que ça passe pas, vous perdez 10-15%. Et après, pour les remonter, c'est difficile et ça fait mal à la tête. Au poker, c'est pareil. Et bon, faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui peuvent pas mettre non plus des 1000 et des 100 au poker. Mais ça, c'est une fausse excuse. Jusqu'à présent, si euh, une vidéo sur la gestion de bankroll vous intéresse, euh, c'est que vous n'êtes pas à même de commencer à vous demander d'être pro au poker ou autre chose. Donc vous êtes plus dans une phase de progression, on va dire. Donc l'argent pour débuter au poker ne sera pas un souci, à part certains cas mineurs. Si vous avez que 100 euros sur vous pour toute l'année à dépenser, là c'est sûr ça va être compliqué et encore que. Voilà. Au poker, il y a une règle qui dit de jouer avec 100 buy-in d'avance. Alors c'est une règle qui s'applique pas à tout le monde évidemment. 100 buy-in, c'est-à-dire que si vous jouez du cash game en NL2, il vous faut 200 euros pour ne jamais faire banqueroute. Donc avec 200 euros, vous pouvez commencer à gagner au poker. Alors que dans l'immobilier, on ne peut pas commencer à gagner avec 200 euros. Ça va être très rare, à part si on fait des prêts et tout ça. On parle de quelqu'un qui a très peu d'argent. Au pari sportif, quelqu'un qui a 200 euros, il va plutôt se payer une formation. Il ne va pas miser 1% de 200 euros, c'est 2 euros. On ne peut même pas miser 2 euros sur les sites de paris sportifs. C'est 5 euros minimum. Je ne parle pas des sites français évidemment. Donc, en fait, vous comprenez là que vous n'avez plus de problème de bankroll et de gestion. Parce que souvent, on va me dire, ouais, mais ouais, j'ai pu mettre que tant d'argent, mais j'en remettrai le mois prochain. Ouais, mais j'ai pas assez pour mettre pour jouer la NL10. Attends, déjà, t'as pas assez pour mettre d'argent au poker et tu veux jouer la NL10. Il existe la NL2, donc c'est des tables à 2 euros. Et avec 200 euros, vous avez 100 buy-in. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que c'est pas parce que vous aurez 100 buy-in de NL5, donc 500 euros, qu'il faudra monter, ni 100 buy-in de NL10 qu'il faudra monter. En fait, il faut calculer trois choses avant de monter. Déjà, est-ce que vous avez au moins les 100 buy-in? Je parle d'une manière générale, après on va revenir dessus. C'est pas obligé d'avoir 100 buy-in, on peut avoir plus aussi. Donc vous avez au moins 100 buy-in. Vous avez regardé des vidéos comme là, ou comme sur Taf Ton Poc, ou sur le site killcheat.fr, ou voilà, n'importe quelle plateforme où vous avez pris un coach en plus. Donc, vous êtes sûr que vous travaillez votre jeu pendant ce temps que vous montez les 100 buy-in. Et vous avez assez de mains, c'est-à-dire, bon, par exemple, en L2, allez, 50 000 mains pour être sûr de battre la limite. En général, il vaut mieux 100 000 mains. Mais bon, voilà. Donc, il faut ces trois choses. La bankroll, donc, vous avez 200 euros, vous êtes un L2, à 500, vous pouvez passer à un L5. Si vous avez 500, si vous êtes fait coacher entre temps ou vous avez progressé entre temps, et si vous avez fait un volume nécessaire à un L2 pour être sûr déjà de battre un L2 pour passer à un L5. Ça, c'est les premières choses. Évidemment, si vous êtes joueur un peu plus confirmé, que vous recommencez le poker et tout ça, et que vous avez toujours battu les petites limites et tout ça, vous pouvez jouer avec 50 buy-in à NL2, 50 à NL5, 60 buy-in à NL10. Quand vous montez en 25, avoir 80 buy-in et en L50, 100 buy-in. Là, on peut aller plus agressif.
Maintenant, il n'y a pas que ça, parce que c'est facile de dire vous avez 100 buy-in, vous montez, vous avez progressé votre jeu et tout est cool. Non, c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Parce il n'y a pas que voilà, le fait d'avoir 100 buy-in, il y a aussi tout ce qui se passe dans la tête. Est-ce que 100 buy-in, ça vous suffit? Si vous perdez en moyenne, et ça vous le verrez au fur et à mesure de jouer, en moyenne, combien au maximum vous pouvez perdre. Ça peut être par exemple, je dis une bêtise, mais un truc assez horrible, 40 buy-in. Donc vous passez de, par exemple, vous êtes en NL10, vous passez de 1000 euros à 600 euros. Et là, ça peut faire très très mal. De se dire, et là, souvent, les joueurs font l'erreur de se dire, ben, je vais jouer un NL20 avec 30 buy-in. Il n'y a pas une gestion de bankroll agressive. Ah ouais, NL20, 30 buy-in, à 40 buy-in, je passe à NL50. Et les gens s'imaginent des trucs et vont reperdre de l'argent derrière. Alors qu'ils en ont déjà perdu. Ça, c'est notre erreur. Ne faites plus ces erreurs-là. Arrêtez de shoot les limites et tout ça. Progressez, soyez au bon niveau d'abord. Donc, faut bien calculer aussi jusqu'à combien vous êtes prêt à perdre. Des fois, si vous avez 100 buy-in à un L2 que vous en perdez 40, ça vous fait passer de 200 à 120 euros. C'est peut-être moins dur mentalement que de passer de 1000 à 600 euros. Pourtant, on perd 40 buy-in ici, donc 40 unités dans les deux cas. Mais c'est plus compliqué le cas où on a 1000 pour passer à 600. Donc, essayez de capter. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait par exemple en tournoi. On sait qu'en tournoi, c'est bien d'avoir au moins 100 buy-in. Eh bien, moi, j'étais pas à l'aise avec. Dès que je perdais 20-30 buy-in, j'étais pas à l'aise. Parce que j'étais pas aussi sûr que mon jeu en cash game à l'époque. Et donc, je me suis dit, mais comment faire alors? Je vais vraiment pas être à l'aise. J'ai joué du coup des tournois avec 200 buy-in. Eh bien, j'étais pas non plus très à l'aise. Parce que perdre 30-40 buy-in, ça me faisait vraiment chier. C'est pas tout le temps que je les perdais, mais ça pouvait y arriver. Eh bien, en fin de compte, j'ai trouvé que ma limite à moi pour jouer en tournoi, je dirais jusqu'au tournoi à 10 euros, 20 euros, mais c'est comme ça, je vous le dis, eh bien, il me fallait 250 buy-in. Parce que j'aime bien avoir 200 buy-in de tournoi, mais si j'en perds 30-40, que ça me triture pas le cerveau. Donc avec 250 buy-in, j'étais bien. En cash game, au contraire, si je joue de la full ring avec 60 buy-in jusqu'à la NL20 par exemple, je suis très très bien. Avec 80-100 buy-in jusqu'à la NL50, je me sens très très bien. Avec 120 buy-in, 125 buy-in jusqu'à la NL100, je me sens très très bien. Et c'est pour ça que ça peut être que propre à vous. Et c'est ça que je vous demande de calculer. Regardez bien en moyenne le nombre de buy-in max que vous pouvez perdre et demandez-vous si ça vous met pas en rogne de voir ça. Parce que on passe de 100 buy-in à 60 buy-in, il va falloir remonter tout ça derrière. Et dans cette période-là, c'est souvent une période où les gens sont malheureux parce qu'ils sont plus en train de jouer pour gagner de l'argent. Et c'est pour ça que c'est très important. Et pour ceux qui voudraient au cas où euh, se lancer dans le poker, genre en se disant voilà, si je joue en L50, je gagne 1000, 1200 euros par mois, c'est cool, je peux y arriver, voire des mois à 2500, 3000 euros. C'est faux parce que si vous arrivez un mois où vous êtes dans la merde, le mois d'après, il va falloir remonter tout ça pour être gagnant simplement le troisième mois. Oh, et heureusement, il y a un peu de règle-back qui rentre. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il faut, voilà, ne vous lancez pas à vous dire je vais gagner au poker comme ça, avec une belle gestion et tout ça. Si vous voulez gagner au poker et tenter l'expérience, en tout cas d'en vivre, une fois que vous êtes bien formé, essayez d'avoir de l'argent de côté pour pallier à tout besoin. Euh, pour peut-être 6 mois de loyer d'avance, 6 mois de course d'avance, de l'argent au cas où le pneu de la voiture il pète et tout ça. Tout ça, c'est des conseils standards euh, qu'on sait tous quand on a essayé de vivre du poker ou qu'on en a vécu, parce que c'est tous les petits problèmes qu'on rencontre. Et tout part de la base, sa gestion de bankroll. Imaginez quelqu'un même qui a 100 buy-in, qui fait tout bien, qui monte en 1L10, en NL25, en NL50, qui commence à se demander justement, tiens, il voit que c'est régulier, que ça monte, je vais me lancer dans le poker, et bam, il se lance, et premier mois ça se passe bien, deuxième aussi, il met pas de côté, troisième, quatrième, il a une catastrophe, et là, eh bien, il a ruiné tout son plan de carrière. Tout ça parce qu'il a une mauvaise gestion de bankroll. Et la bankroll, on voit que pourtant il les avait, les 100 buy-in. Mais la bankroll, ça englobe aussi tout à côté, votre train de vie, euh,
Combien va coûter votre loyer? Est-ce que je compte rester ici ou je vais pas déménager dans quelque chose qui vaut plus cher? Faut le prendre en compte aussi. Est-ce que de faire trop de sorties, si j'en fais peut-être un peu moins, je peux me mettre 2-3 mois d'avance de train de vie de côté pour me lancer dans l'aventure poker? Voilà, est-ce que j'aurai de l'argent qui rentre dans 4-5 mois en plus ou cas où pour m'épauler? Voilà. L'avantage de jouer même avec plus de buy-in aussi, par exemple dans des moments vraiment catastrophiques, imaginons vous jouez en NL10 avec 150 buy-in, d'un seul coup vous avez, je sais pas moi, un gros truc imprévu, il faut que vous sortiez 350 euros, eh bien là vous pouvez les retirer et vous avez toujours 115 buy-in, vous êtes toujours au-dessus, vous avez toujours un matelas confortable. Donc ça peut être avantageux partout. Et comme je vous dis, si vous vous lancez dans l'aventure, faites gaffe à la gestion globale de votre vie en termes de capital. Autre chose aussi, je parlais de sa propre, je parlais de sa propre interprétation. Par exemple, voilà, si vous perdez 30 buy-in, vous allez être mal, quelqu'un d'autre s'en fout et ça lui va comme ça. Voilà, on n'est pas tous pareils au nombre de buy-in. Et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, voilà, ça dépend de chacun. Et je vais vous donner une astuce. Et donc j'en ai parlé un tout petit peu avant, mais imaginons vous êtes en NL2 avec 100 buy-in. On va faire pour quelqu'un qui fait le cursus normal du poker. Il est en NL2 avec 100 buy-in. Il apprend, il progresse, il bat la NL2 sur 50 000 mains, il passe en NL5, il apprend, il progresse, il bat la NL5 sur 75 000 mains par exemple. Il apprend, il progresse, il a les 100 buy-in pour la NL10, il joue la NL10, il bat la NL10, il apprend toujours, il anticipe sa montée en NL25, il bat la NL10, il a enfin 100 buy-in pour jouer la NL25, on va dire la NL20, donc les tables à 20 euros. Il a enfin ses 100 buy-in, 2000 euros. Il a le niveau, mais il n'a pas anticipé quelque chose. C'est que là, perdre 30 ou 40 buy-in, ça fait directement 600 ou 800 euros. Et on rappelle que la personne a commencé avec 200 euros. Et donc, peut-être que mentalement, ça va être plus dur. Plus on va monter de limites, à plus accepter les pertes, qui seront les mêmes qu'en bas. Perdons 30 buy-in en NL2, c'est 60 euros. Perdez 30 buy-in en NL100, c'est 3000 euros. Voilà, est-ce que si vous êtes avec 100 buy-in en NL100, vous perdez 3000 euros, donc sur 10 000, il vous reste 7000, est-ce que vous allez être serein? Je pense que si vous avez 200 en NL2, vous descendez à 140, c'est vraiment pas de chance, surtout qu'ils sont nuls en NL2, vous allez être serein encore, parce que vous savez qu'ils sont nuls et vous êtes plus fort qu'eux. En NL100, donc vous avez 10 000, vous passez à 7000, vous allez vraiment être dans un état, voilà. Alors peut-être ce sera la NL200 qui agira comme ça sur vous. Imaginons que vous êtes en NL1000, vous avez 100 000 euros, vous perdez 30 buy-in, ça fait moins de 30 000. Vous voyez, ça dépend de chacun en fait. Une petite astuce à faire, mais que beaucoup de gens connaissent, j'imagine. Ben voilà, vous êtes en NL10, vous avez 100 buy-in, c'est bien. Montez en NL20 avec, par exemple, 110 buy-in. Montez en NL30 avec 125 buy-in. Montez en NL50 avec 150 buy-in. Montez en NL100 avec 200 buy-in. Et alors, oui, on sera beaucoup plus à l'aise comme ça. Et ça, c'est à chacun de trouver son contraste là-dessus. Et certains vont me dire, évidemment, euh, ouais, mais ça va être lent à monter. Bon, déjà, si c'est pas votre job, c'est pas très grave si c'est un peu plus lent. Si c'est votre job, c'est encore plus grave de penser comme ça. Parce que oui, ça va être lent à monter, mais si c'est déjà ton job, t'as de quoi vivre tous les mois, patiente. Ne mets pas tout le capital que tu as gagné en risque. Parce que si mentalement ça va pas, si tu perds 3000 sur 10 000 ou 6000 sur 20 000, alors que c'est que 30% de bankroll de poker, tu vas tout ruiner. Donc faut être patient. Et ça, trouvez-vous un petit peu le petit truc à chaque fois qu'il vous faut. Voilà, moi je vous conseille NL10 100 buy-in, NL20 110, NL30 125 buy-in, NL50 150 buy-in, NL100 200 buy-in. Alors pourquoi autant? Si vous êtes en NL50, vous êtes censé gagner, allez, en moyenne 30-40 buy-in par mois. En moyenne, je dis, regback compris et tout ça, allez, en moyenne.
On va me dire donc ouais mais c'est long pour monter à la NL100. Non, si vous avez 100 buy-in, donc 100 buy-in donc avec ma stratégie 150 buy-in de NL50, donc vous avez 7 500 euros. Pour arriver à 20 000 euros, il faut gagner euh, 200, allez, 200 et quelques, allez on va dire 200 buy-in de NL50. Donc en 5 6 mois, voire un an, vous pouvez passer de la 50 à la 100. Ça va, c'est un an. Et après, vous êtes tranquille en NL100. Vous avez 200 buy-in de NL100. Vous imaginez, vous prenez un bad bid de 3 000 euros, vous passez de 20 000 à 17 000. Ça passe. C'est moins grave dans la tête que de 10 000 aux 7 000. Est-ce que vous comprenez la psychologie, comme elle peut jouer au poker, tout ça? Tout est à anticiper. En tout cas, si moi j'aurais pu anticiper tout ça au tout départ, j'aurais perdu moins de temps. Et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Et ça peut paraître vieux jeu ou quand, ou sorti du contexte poker où on voit des joueurs un peu foufou comme Isildur qui monte des millions, qui redescend et qu'après emprunte à tous ses petits copains pour remonter et redescendre et se retrouver toujours dans la même merde, même s'il doit cacher des millions de côté lui, ou en tout cas des 100 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas que ça le poker aussi, et ça dépend vos objectifs. Euh, Déjà, pas tout le monde veut essayer de vivre du poker. Si vous voulez en vivre, euh, c'est encore plus à appliquer tout ça. Parce que vous pouvez pas vous permettre à un moment d'être faible mentalement. Déjà, il faut même se faire coacher mentalement. Mais il faut pas que la gestion de bankroll, ce qui est la base de tout, vous perturbe dans la tête. Dès que vous voyez ça, améliorez tout de suite. Putain, j'ai perdu 30 buy-in en NL20, j'ai 125 buy-in. Il faudrait que je joue en NL20 avec 150 buy-in plutôt. Donc je vais regrind la NL10. Je vais prendre 30 caves à NL10. Bah, si vous faites de la 20, vous allez les prendre les 30 caves à NL10. En un mois, 2 mois, maximum. Donc tranquille, vous avez repéré une faille mentale, vous l'améliorez. Ça c'est méga important. Tout ce qui est aussi, voilà, d'avoir de l'argent de côté et tout ça pour les imprévus. Et pour aller un petit peu plus loin, on en a 17 minutes de vidéo. Bon, j'espère que vous kiffez en tout cas ce que je vous dis exactement tout ce qui me passe par la tête de mon expérience. Je vous montrais d'ailleurs un tableau hein, qui montre n'importe quoi ici. Vous voyez, eux considèrent ça c'est des trucs agressifs et souvent les gens vont voir ça, ils vont se dire ah ça va, je suis dans la gestion de bankroll, mais ça c'est parce qu'ils sont en tilt. Pour la NL10, 150 $. Pour la NL25, 550 $. C'est-à-dire ici, 15 buy-in pour ici. Et vous voyez, ils montent petit à petit. Ah non, même pas, ils descendent. 12 buy-in ici, ce qui est stupide en plus. Et il vous dit à combien de bankroll descendent. NL50, 25 buy-in, c'est totalement fou. T'as 1250 euros, tu perds 10 buy-in 500, t'as 750. 10 buy-in c'est standard, ça n'importe quoi. Ici 30 buy-in par contre, c'est fou, on passe de 15 à 30 buy-in ici. Et ici on est plus à 45 buy-in. Voilà. Mais ça c'est des gestions, voilà, qu'une fois que vous tiltez, vous avez perdu des buy-in, vous allez vous réconforter là-dedans. Ah, je vais tenter cette stratégie. Ça va vous faire perdre du temps plus qu'autre chose pour moi. Et je voulais terminer sur un truc aussi. Parce que je suis pas là non plus aussi pour. Je suis là pour dire, et puis je vous le montre dans mes challenges, vous avez les résultats mensuels à chaque mois, sauf le mois dernier parce que mon ordi a pété, j'ai dû changer tout le setup. Mais je vais vous mettre les résultats début de mois total en tout. Donc j'ai refait un Hold'em Manager et tout. Mais voilà, y en a quand même qui veulent tenter de vivre du poker et tout ça. Et qui veulent se tenter à l'aventure. L'aventure les excite. De pouvoir gagner sa vie au poker. Je vais juste vous dire un truc. Alors ça peut casser mon petit business de taf tampok ou autre chose. J'en ai strictement rien à foutre. Je parle au plus franchement avec les cyborgs. Le poker, c'est bien quand on joue comme ça au début pour monter une bankroll. On peut jouer aux heures qu'on veut, la nuit, etc. etc. On voit qu'on gagne de l'argent et tout ça, c'est un hobby. On gagne de l'argent ce qu'on apprend. Et finalement, dans le poker, peu de gens essaient d'apprendre. Donc, dès que vous apprenez un petit peu, vous pouvez gagner tout de suite un NL2. Mais le problème après, c'est que voilà, tout ce qui va être. Voilà, je vais essayer de vivre du poker. Est-ce que vous pouvez jouer 5 jours sur 7 au poker? Est-ce que vous pouvez rester 7 8 heures devant un écran? Au tout début, quand vous allez vous lancer, peut-être rester entre 12
et 13 heures devant un écran certains jours pour faire plus de volume, pour prendre de l'avance dans son train de vie, etc. Euh, Comment concilier ça avec une vie de famille aussi? Si vous avez une femme, allez lui dire ouais je vais jouer donc de 3 heures du mat à midi parce que c'est là où je vais faire le plus d'argent. Donc vous allez peut-être devoir en plus jouer à des horaires où il y a moins de fiches. Vous ne pourrez pas sélectionner vos tables avec plein de fiches. Donc est-ce que finalement ce que vous gagnez avant, vous allez le gagner en essayant d'être pro? Il y a plein de trucs comme ça, vous devez être déclaré après. Donc vous allez devoir payer des impôts, faire des papiers en plus, des machins, des trucs, des trucs. Donc ça comporte beaucoup, beaucoup de risques, beaucoup de contraintes, et c'est pas la même chose que quand on joue la nuit, le matin, etc. Quand on a une vie de famille, ça peut être très compliqué, parce qu'on doit souvent se taper les tables les plus complexes, et donc devoir travailler à côté son jeu, parce que si on part du principe qu'on gagne tant par mois, machin, machin, et qu'on fait déjà 7 heures, 8 heures, 9 heures devant l'écran, est-ce que vous pouvez... Mais en plus de ça, il y a le travail hors des tables, il y a se maintenir en forme pour certains. Certains ont besoin de faire du sport pour être bon, d'autres un peu de méditation, d'autres autre chose. Travailler son mental à côté, lire des articles, quelques bouquins, regarder des vidéos, se former, payer ses impôts de son auto-entreprise par rapport aux gains. Donc déjà sur les gains on en perd. Déjà on en perd parce qu'on ne peut plus jouer les fiches aux meilleures heures. Et deux, on en perd parce qu'on doit en redonner à l'État. Et 3 on fait beaucoup, beaucoup plus d'heures que prévu parce que eh ben, on doit en plus continuer à se former si on monte de limites. Jouer beaucoup au début pour quand vous ouvrez une nouvelle société au début, vous savez, vous travaillez beaucoup plus pour la lancer au tout départ. Donc il y a plein de petits trucs à prendre en compte. Parce que la meilleure façon, c'est pas non plus de jouer au poker de manière intelligente, de temps en temps, parce que c'est encore votre passion, et de grappiller petit à petit. Voilà, j'ai mis les pièces en exemple, de grappiller petit à petit, peu importe le temps que ça prend. Et c'est des fois c'est la meilleure solution. Après, si vous voulez vous lancer dans l'aventure pro, lancez-vous évidemment. C'était juste mon petit conseil pour faire prendre conscience d'un peu tout ce qu'il y avait derrière. Et encore, j'en ai dit au minimum possible. Ici, c'était une petite image aussi, ça m'a fait penser voilà, à la gestion agressive de bankroll. Des gens qui veulent partir rapidement là et arriver là peuvent y arriver. Mais avec cet état d'esprit-là, ils refiniront toujours ici. Ils pourront même un jour montrer là, certains d'entre eux en chatant, mais ils redescendront toujours ici parce qu'ils ont une mauvaise gestion de bankroll. Alors eux, du temps d'être là et de faire les marmots, donc ils font ça vite fait. Et ils sont contents, ils utilisent un peu là, ils redescendent là, ils remontent là et tout. Et vous, vous mettez un long moment, vous passez là. Et eux, ils ont redescendu là, ils sont remontés là. Et longtemps après, vous êtes là. Et là. Et eux, ils sont là, ils sont même montés là une fois, tac, ils redescendent là. Et là, vous, vous êtes là. Mais vous, vous en bougez plus après, vous avez une bonne gestion de bankroll. Et eux, ils finissent là, et au final, ils abandonnent le poker. Donc c'est vous qui aurez gagné à avoir une bonne gestion de bankroll et à attendre. Et pourquoi pas, voilà, ça c'est le, je sais pas comment on appelle ça, le Graal. Ça monte jusqu'à là, mais eux, du temps qu'ils font les marmots à être là, pendant que vous, vous êtes là et vous galérez à être là, c'est pas grave parce qu'à la fin, vous, dès que vous montez une marche, vous la redescendez plus. Alors qu'ils peuvent les redescendre toutes en même temps. Donc voilà, j'espère que cette petite image vous aura montré à quel point il faut être patient et gérer la base du poker. C'est la chose la plus solide, c'est la fondation, c'est la gestion de capital. Et même si vous lancez dans l'aventure pro, de tout le capital, de toute la gestion de votre argent qui est à côté. Et c'est vraiment, vraiment pas à prendre à la légère. C'était Luigi d'ailleurs, n'hésitez pas à venir, sur le Discord, je vous mets le lien en dessous, où j'ai mis un nouveau channel avec marqué vos objectifs, vos challenges, et n'hésitez pas à partager aux autres cyborgs du turfu du poker là-bas. Vous partagez vos challenges ou votre gestion de bankroll, comment vous voyez les choses. Comme ça, on peut voir la différente manière de penser de chacun aussi, comment certains s'adaptent par rapport au tournoi, par rapport au cash game, par rapport au mental et tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On est une petite communauté avec Taftonpok qui va en grandissant. Et voilà, c'est très sympa là-bas. Il y a beaucoup de respect entre tous les membres et de la déconnade. N'oubliez pas, si ça vous a plu, d'appuyer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller vous faire un compte sur taftonpok.fr, donc la plateforme, en mode gratos. Ça soutient la vie de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir sur Twitch où je fais des lives très souvent.
et je lance aussi en même temps sur YouTube, même si peu de monde regarde sur YouTube. Donc rejoignez-nous sur Discord et faites un compte sur taftonpoc.fr. Aussi, à chaque nouvelle vidéo, vous recevrez un petit mail comme celle-ci, qui est une vidéo en mode gratos. Vous recevrez un petit mail et un petit notif Telegram ou autre chose. Voilà, vous pouvez vous inscrire de partout et vous recevez cette vidéo là, et ça soutient à la vie de la chaîne, à la vie des lives, à la vie de la plateforme et tout ça. Mes petits cyborgs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des challenges, fait des trucs, si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez me cracher à la gueule aussi, dites-moi le, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, je vous fais des petits bisous, je vous souhaite good luck aux tables et à tout de suite sur les Discord.